L'autre jour à Canal. Bonjour à tous, bienvenue dans 13h Foot, comme chaque dimanche en direct sur CNews. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Philippe Doucet autour de ce plateau. Comment allez-vous? Julien, impeccable. Il a joué avec le Paris Football Club aujourd'hui? Il a joué ce matin. Il a gagné? On a gagné. Bien, félicitations. Il a gagné. Ce que j'aime bien, ça fait un peu le patient et le médecin qui s'entretiennent. Non, Ça s'est bien passé? Oui. Bon, bien. Xavier Barret. Salut Julien. Comment ça va? Très heureux de vous retrouver également. Tout comme Jean-Philippe Goron qui est avec nous aujourd'hui. Salut Jean-Philippe. Et Gilles Verdez qui est très en colère. Ouais, j'ai toujours pas digéré la défaite. Non, je sais, on en a parlé un petit peu avant, il est très en colère. On attend Bruno Aoyo, notre ami journaliste belge qui nous rejoindra dans un instant, mais on va commencer l'émission sans lui. Les absents ont toujours tort, chers amis. On parle de l'équipe de France, J-2, donc avant Russie-France, après la défaite 3-2 au Stade de France vendredi contre la Colombie. Les Bleus doivent se racheter donc dès mardi sur la pelouse de Saint-Pétersbourg face au pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. Ce sera à 17h50 précisément mardi après la gifle reçue il y a 48 heures. Gilles, je vais vous ouvrir tout de suite cette tribune. Les Bleus n'ont pas droit à l'erreur. Attention à ce déplacement à Saint-Pétersbourg mardi. Oui, parce que le faux pas, lors d'un premier match de préparation, une rencontre amicale, aurait pu passer. Mais en fait, non seulement il ne passe pas, mais les conséquences de ce faux pas ne font qu'être maximisées au fil des heures. J'étais en colère sur votre plateau vendredi et ce qui s'est passé n'est pas possible. Non mais c'est pas possible. On avait parlé de suffisance. Il y a vraiment eu les égos qui ont pris le pas sur le collectif. Cette équipe a la grosse tête. Et si on part comme ça, là, à Saint-Pétersbourg et plus tard à la Coupe du Monde, ça va être la catastrophe. Donc Deschamps l'a bien vu, il faut que ça redescende, sinon on va au-devant de graves désillusions et ça c'est pas possible. Grave déconvenu, disait Aimé Jacquet il y a 20 ans, tout pile d'ailleurs. Voilà. En effet, on parle beaucoup, c'est vrai, Didier Deschamps depuis vendredi soir. On se disait avant le coup d'envoi, vous étiez là notamment Philippe également, avant le coup d'envoi, que cette équipe de France à 90%, on connaissait le 11 de départ, que c'était quasiment acquis, qu'il restait quelques rares places à prendre. Est-ce que Didier Deschamps, après le match de vendredi, n'est pas plus dans le doute que jamais sur cette fameuse équipe de France? Les joueurs n'ont-ils pas, malgré eux, entretenu le doute de Didier Deschamps? Il peut accélérer une certaine rénovation, un rajeunissement. Il peut aussi tourner le dos à ça, parce que quand on connaît Didier, on sait que dès qu'on pousse un peu trop des jeunes, qui n'ont pas l'expérience, qui peuvent lâcher dans un match, qui a été le cas notamment dans ce match. Donc justement, il peut aussi s'appuyer là-dessus pour dire, bon allez, on recadre tout, on remet à la Deschamps, on remet un truc très sécuritaire, on reverrouille tout, et on fait un groupe qui maximise non pas le spectacle, mais le résultat. Didier Deschamps qui a stigmatisé ses joueurs, hein. L'équipe le relaye aujourd'hui, mais on le sait depuis vendredi soir, la grosse colère, Xavier Barret, de Didier Deschamps dans le vestiaire hier. On a parlé aussi également depuis vendredi de ce manque de leader, de personnalité de l'équipe de France. On stigmatise les joueurs, mais ce qu'il ne faut pas stigmatiser Didier Deschamps, qui est le leader naturel évidemment de cette équipe de France, le patron, et qui, en tout état de cause, n'a pas su transmettre cette détermination qui le caractérise. Et du coup, on se demande s'il n'y a pas un peu de distance de plus en plus grandissante entre lui et ses joueurs, peut-être. Non, ce qui se passait en 98, il faut le rappeler, Deschamps était le capitaine de l'équipe de France, il avait un relais privilégié, c'était le relais privilégié d'Aimé Jacquet. Or, à l'évidence, c'est vrai qu'il manque un peu ce relais privilégié aujourd'hui dans l'équipe de France. Le capitaine, c'est un gardien de but. On sait que c'est pas le meilleur poste pour un capitaine. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui est au cœur du jeu. Donc, c'est pas le cas de Lloris, évidemment. On accueille Bruno Aoyo, qui nous fait le plaisir de venir quand même nous rejoindre. Merci, merci d'être passé, Bruno. Écoutez, il y a des embouteillages, on ne maîtrise pas tout. Bon, c'est très bien, on va excusez. Merci d'être là. Les embouteillages un dimanche, je demande une vérification. C'est vrai que c'est assez... Les embouteillages, vous n'auriez pas juste oublié de mettre votre réveil à l'heure, vous savez qu'on a changé d'heure, hein. Vous êtes au courant? Pas du tout. Bon, ravi de vous accueillir, Xavier, je vous laisse poursuivre. Oui, non, et donc il a effectivement, il n'a pas ce relais actuellement dans l'équipe. Et il en cherche. On sait que Griezmann, l'autre jour en conférence de presse, a encore dit que lui, il voulait juste être un leader technique, il ne se sentait pas être le leader sur le terrain. Et donc, dans ce cas-là, il faut s'appuyer sur plusieurs relais. Or, les relais, et Philippe faisait allusion peut-être aux anciens, mais des anciens, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en vois qu'un seul qui pourrait éventuellement apporter plus de sérénité par son expérience, c'est Laurent Koscielny. Voilà. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous choisissez vous laissez de côté soit Varane, soit Umtiti. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience au niveau âge. Après, effectivement, il y en a qui ont des sélections, mais qui n'ont pas encore un vécu considérable. Jean-Philippe. Oui, ce qu'a sans doute beaucoup énervé Deschamps après le match de la Colombie, c'est évidemment le comportement des joueurs, mais c'est surtout qu'à 4 mois de la Coupe du Monde, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel fiasco. À 3 mois. Ils ne s'attendaient pas à un tel fiasco. À 80 jours quasiment, 80 jours. Ils ne s'attendaient pas à un tel fiasco, à un tel renoncement
de la part de certains joueurs. Et ce qui pose un problème parce que... Mais quelle est sa part de responsabilité là-dedans? Parce qu'on stigmatise, je vous le dis depuis vendredi, les joueurs de l'équipe de France. Je pense que la part de responsabilité, c'est les joueurs. Je pense que c'est les joueurs. C'est-à-dire que... mais c'est lui qui les choisit. Oui, d'accord, mais enfin, on ne peut pas dire c'est Deschamps sur l'heure de fin de match et puis c'est pas Deschamps quand ça joue bien pendant 28 minutes. Ça oui, mais si voilà, on parle encore une fois de cette ossature, ce 11 de départ qui est à 90% acquis. Est-ce que dans la tête des joueurs, justement, le fait de savoir qu'ils sont quasiment intouchables et sûrs d'aller au mondial n'a pas créé ce relâchement? Il y a un côté quand même qui est frappant parce qu'on parle toujours de la deuxième mi-temps de la Colombie. Mais déjà, le dernier quart d'heure de la première mi-temps, ils n'y sont plus les Bleus. Ils ont certes une occasion pour marquer un 3-2, mais ils n'y sont plus déjà dans l'engagement, dans l'investissement personnel. Il n'y a plus d'équipe de France déjà. Et ils sont incapables de redresser la barre. Donc je veux bien qu'on tape un peu sur Deschamps, mais il y a pour moi dans cette équipe de France une vraie question à se poser. Quand il y a une faillite collective, l'entraîneur est forcément impliqué. Oui, mais... Parce qu'il y a une faillite collective, parce qu'il y a un laisser-aller un peu général. Mais cette faillite-là, elle est aussi mentale. Elle est aussi mentale. Il y a eu un état d'esprit défaillant. Et il y a eu aussi ces lacunes qu'on connaît dans le jeu et qui font que dans ces moments-là, quand l'état d'esprit n'est pas là en plus, tu te raccroches sur rien, tu n'as plus rien. Le risque que Didier Deschamps soit un peu moins écouté par ses joueurs, que les égos grandissants des stars de l'équipe de France aient pris un peu leur indépendance, c'est une question qu'on efface totalement ou qui peut se poser? Non, alors la remise en cause de Deschamps, non, mais que les égos soient un danger et que Deschamps doivent remédier justement au fait que ces égos prennent le pas sur le collectif, ça... Je suis sûr qu'il a vu les failles là contre la Colombie et qu'il ne laissera plus jamais passer ça. D'où sa soufflante, d'où le fait qu'il va recadrer vraiment les joueurs là avant le match, le déplacement en Russie. Donc ça va souffler très fort. Après, remettre en question Deschamps, finaliste de l'Euro, qui sait parler à cette génération. Il ne s'agit pas de dire que Deschamps n'est pas un bon sélectionneur, ni un bon entraîneur. On n'en est pas là. J'entends votre problématique et je vous réponds, on a Deschamps. Après, on aura Zidane. Et après, on aura le désert. Donc, voilà, c'est ça le risque. Ben oui, c'est ça le risque. Donc, laissons Deschamps le maximum de temps. Soyons heureux d'avoir Zidane et après, on les regrettera. Après, il y a quand même un élément important qu'on évoque, qu'on n'a pas encore évoqué ici, c'est effectivement la responsabilité tactique de Deschamps sur la deuxième période. Exactement. Voilà, parce que il a quand même été battu par Pekerman. Il n'a pas eu la réponse tactique adéquate. Voilà, le repositionnement d'Ouribé. Moi, j'étais au Stade de France, qui avait débuté le match au côté droit du milieu de terrain colombien et qui se repositionne dans l'axe, aux côtés de James Rodriguez. Ça a vraiment perturbé l'axe de l'équipe de France, les milieux récupérateurs et la charnière centrale. Et c'est comme ça que la Colombie a réussi à revenir dans la partie. Deschamps qui a été dépassé techniquement? Deschamps, je pense pas. Je pense qu'il a voulu jouer le jeu jusqu'au bout en faisant rentrer des attaquants à la place des attaquants. Un Deschamps tel qu'on le connaît, il aurait bétonné en faisant rentrer un milieu défensif supplémentaire. Il n'a pas fait ça. Il a voulu jouer le jeu, il a voulu jouer la gagne jusqu'au bout. Ce sera pour la Coupe du Monde. Voilà. C'est pour ça que moi je suis pas totalement inquiet. Je suis pas aussi dans une situation aussi dramatique que Gilles Verdez. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Effectivement, il y a eu ce résultat qui est contrariant parce que forcément ça peut changer beaucoup de choses pour le prochain match. Mais à l'arrivée, je pense que ce match-là en Russie, il fait rentrer un milieu défensif et il ne perd pas. Êtes-vous inquiet pour l'équipe de France? Justement, c'est la question qu'on a posée aux gens dans la rue hier après-midi. Écoutez la réponse. Pas du tout. Comme en 98. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit pareil. On était tous inquiets. Et moi, j'ai entièrement confiance en Didier Deschamps et en son équipe et dans son staff. Donc, moi, je pense que ça va lui permettre de travailler. C'était assez encourageant sur la première partie, les 30 premières minutes, et après un déclin et avec une défense horrible en fin de match. On n'a pas vu une grande équipe de France. Les joueurs ne sont pas en forme et on peut s'inquiéter par rapport à la préparation à la Coupe du Monde. Si la défense ne se ressaisit pas, je pense que ça risque de faire très mal contre les grosses écuries. Il faut apprendre de ses erreurs, donc ça n'a pas été génial en seconde période, mais au moins on sait sur quoi travailler pour la Coupe du Monde. Il faudrait que les gars se remettent au travail, qu'ils se remettent en question, et qu'on ait des gars qui s'engagent de la première seconde du match jusqu'à la dernière seconde. Gilles, vous voulez rebondir sur ce qui a été dit dans cet excellent micro-trottoir? Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment la première réflexion sur 98. C'est vrai, moi je travaillais au journal L'Équipe en 98, j'ai vu... voilà. On sait comment ça s'est terminé. Donc je ne serai pas du tout... Je ne vous pardonnerai jamais. Voilà. Donc, il n'y aura jamais de ma part, mais pas par béatitude, mais jamais de ma part, un Deschamps bashing que je commence à discerner derrière vos questions. Non, pas du tout. Non pas perfide, mais
légèrement orienté. Mais ça, moi, j'y participerai pas. Je suis soutien indéfectible parce que je pense que Deschamps, comme je vous le disais, est le seul à avoir les armes tactiques pour gérer ces jeunes très compliqués à gérer. Attention qu'on n'a pas entendu c'est encore. le seul. Moi, je sais pas, mais vous voulez mettre qui? Le truc, oui, mais d'accord, mais mais c'est pas parce qu'il y a que lui de disponible qu'on est obligé de dire amen à tout ce qu'il fait. Il n'était pas disponible. Il a quitté l'OM pour venir prendre l'équipe de France. Donc c'est vraiment un choix par conviction qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire, Xavier. Mais précisez votre pensée, monsieur Aoyo. En ce qui concerne cette équipe de France, c'est une équipe très jeune. C'est pas un favori pour la Coupe du Monde. Et puis voilà, ils ont le droit de faire des matchs amicaux. Absolument pas. L'équipe de France n'est pas un quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, finaliste de l'Euro, n'est pas un favori pour la Coupe du Monde. C'est quasiment plus la même équipe. Mbappé, Neymar, ils n'étaient pas là. Justement, ils sont encore plus forts. Non, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. Il y a peu de repères là. Maintenant, vous savez pas qui va jouer arrière gauche. L'arrière droit, vous n'avez pas de certitude. La sentinelle, vous n'avez pas de certitude. C'est une équipe jeune. Voilà, en espérant. Comme la Belgique, quoi. En espérant que. La Belgique a plus d'expérience. On rappelle que vous êtes journaliste belge. Voilà, c'est ça. Avec aussi autant de confiance que vous. Mais en ce qui concerne cette équipe, c'est une équipe très jeune. On verra ce qu'elle va donner. Moi, j'avais eu un parti pris cette semaine en disant, pour moi, c'est une Coupe du Monde où il y aura beaucoup d'équipes dominatrices, mais beaucoup d'équipes de contre, des oppositions de style assez marquantes, et que sur la possibilité du contre, avec tous ces jeunes, l'équipe de France avait quelque chose. Excuse-moi, Xavier, laisse-moi finir. Avait quelque chose à jouer. Mais autrement, c'est une équipe très jeune. Dans le 11 de départ contre la Colombie, il y avait 8 joueurs sur les 11 qui étaient à l'Euro. Donc on peut pas dire que c'est. On a quand même une pas titulaire. Jean-Philippe Goran. 7 qui étaient titulaires. Moi j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que dit Bruno. L'équipe de France, s'il vous plaît. Bruno n'était pas titulaire au début. J'aimerais qu'on rebondisse sur ce que dit Bruno. L'équipe de France ne fait pas partie des favorites à la Coupe du Monde. Mais moi j'ai tendance à partager cet avis. C'est-à-dire que moi je suis à fond confiant sur Didier Deschamps. Je pense que, et on participe à ça, je pense que les médias participent beaucoup à ça, je pense que globalement, on voit cette équipe de France beaucoup plus belle qu'elle n'est en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de qualité dans cette équipe, mais on ne joue pas en équipe, on joue rarement en équipe. Et à la moindre anicroche sur le terrain, et on l'a vu encore contre la Colombie, il n'y a plus rien, c'est le désert de Gobi, personne n'est capable de remettre très beau désert, le véhicule sur les rails. Donc ça m'inquiète. On parlait notamment des défenseurs. Il y avait une comparaison, je ne sais pas si c'est dans l'équipe. On va y venir d'ailleurs. C'est dans l'équipe entre les défenses centrales Real-Barça. Nous, on a Varane et Umtiti, et l'Espagne a Sergio Ramos et Piqué. Quand on voit les deux matchs de cette semaine, notamment le Allemagne-Espagne, on se rend compte quand même et de l'expérience et du caractère des défenseurs centraux espagnols que n'ont pas nos défenseurs. Varane, je suis désolé, c'est un joueur, on sent qu'il n'y a pas un fort caractère, Varane. C'est-à-dire que Varane, on le sent toujours un peu à la limite. Et moi, je ne suis pas persuadé qu'avec une défense comme ça, on peut dire raisonnablement que la France est un des favoris. Parlons-en de. Je dis simplement que c'est une vraie question. Je dis que présenter aujourd'hui l'équipe de France comme l'un des favoris de la Coupe du Monde, je dis que c'est pas honnête. Eh ben juste, je vais profiter de ce que nous dit Jean-Philippe pour qu'on se projette. On va commencer à se projeter donc sur ce match dans 48 heures en Russie. Parlons de cette charnière qui a effectué son 5e match donc ensemble, Umtiti et Varane. Faut-il changer de charnière alors que c'est la charnière préférentielle de Didier Deschamps et que c'est celle-là qui ira au mondial? Je réponds à votre question, mais je me permets juste de dire un mot. Oui, sur la France favorite, vous vouliez y rajouter? La traîtrise vient de Belgique, la traîtrise vient de France. Tout le monde a droit à la parole, le débat est légitime. Mais pourquoi être traître quand on est objectif? Je ne peux pas entendre ça. Nous sommes bien entendu l'un des protagonistes essentiels de cette Coupe du Monde. Je remplace protagoniste par favori. Notre place dans le dernier carré, j'ai tracé les tableaux, elle est déjà quasiment acquise. Et nous irons en finale. Donc avec éventuellement l'Argentine en 8e, je le rappelle. Oui, éventuellement. Ou la Croatie. Mais nous sommes l'un des favoris majeurs de cette Coupe du Monde. On a un sélectionneur extraordinaire, on a des joueurs fabuleux. Arrêtons. Mais comme vous avez un sélectionneur extraordinaire, comment ça se fait que depuis 2 ans, enfin depuis 3-4 ans, qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, qu'on s'ennuie devant les matchs de l'équipe de France, que quand le Portugal vous oppose une solution tactique en finale, il se passe rien, une finale anecdotique. Philippe Doucet. Pourquoi? C'est pas une raison pour se cacher. Qu'objectivement on trouve des défauts à cette équipe, évidemment. Elle a des défauts, elle ne développe pas un jeu très séduisant. Elle a du mal à trouver des bases et on l'a vu dans cette seconde période où elle a disparu contre la Colombie de manière anormale. Mais au-delà de ça, on ne peut pas se cacher. On fait partie des équipes
qui était en quart de finale en 2014, finaliste de l'Euro en 2016, qui depuis la France doit viser minimum le dernier carré. Des joueurs importants sont arrivés, jeunes, avec un potentiel extrêmement fort, etc. Je veux dire, tout le monde sait qu'on fait partie des 5-6 favoris parce que la Coupe du Monde est plus ouverte que dans l'ancien temps, où il y avait le Brésil et éventuellement une ou deux autres nations. Deschamps lui-même. On est dans les 5-6 favoris. Deschamps lui-même dit qu'au-dessus, il y a le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne, et que la France est juste derrière. Et encore, donc, dans les 4, Brésil le démontre, avec l'Argentine, je pense. Voilà, on a potentiellement, il y a 5-6 équipes qui peuvent gagner cette Coupe du Monde. Parce que vous parliez tout à l'heure, on parlait de la défense centrale. Évidemment que la défense avec laquelle il va partir, sauf on y retourne sur la défense centrale, sera Varane Umtiti. Moi, la question que je pose simplement, c'est est-ce qu'avec une charnière comme ça, regardez d'ailleurs, je vous coupe quelques secondes juste Jean-Philippe pour voir donc les 4 titulaires en défense avec évidemment la charnière donc Varane, Umtiti contre la Colombie avec les 4 remplaçants. Est-ce qu'il y a un melting pot à faire, des changements à faire dans le prochain match contre la Russie? Il faut rappeler une chose, c'est qu'à l'Euro 2016, Deschamps commence avec une charnière Koscielny-Rami. Ouais. Que finalement, voilà. Oui, c'est vrai que Varane notamment était forfait, que Varane n'y était pas. Donc il n'y a pas ce vécu effectivement. Et Umtiti apparaît en quoi? En quart de finale ou en huitième? Et c'est sa première sélection. C'est sa première sélection. Il n'a jamais joué. C'est la surprise de la phase finale. Et il finit donc avec Koscielny, Umtiti. Ils vont en finale. Donc on voit qu'il y a quand même des références. Kimpembe, c'est. Koscielny, c'est le guerrier qu'il a manqué vendredi? Peut-être. Moi, je pense que c'est. Alors effectivement, il est dans une passe compliquée à Arsenal, on le sait. Donc je pense que c'est bien de ne pas l'exposer, mais à la Coupe du Monde, il sera là. Ouais, enfin, à l'autre bout du terrain, Giroud est dans une passe compliquée en club et ça ne l'empêche pas d'être titulaire et de marquer. Donc les performances en club n'influencent pas forcément Didier Deschamps, c'est ça que je veux dire. Oui, après Giroud, il était plutôt dans une période compliquée cet automne et là, il est complètement relancé par son transfert à Chelsea. Donc il l'a prouvé là sur le terrain. Koscielny, faut voir. Koscielny, il a du mal à enchaîner les matchs aussi. Il peut pas jouer tous les 3 jours. Après, la Coupe du Monde, c'est plutôt tous les 5 jours. Donc bon. Ce qui manque à notre charnière, pour moi, c'est du temps de jeu ensemble, des automatismes. Il faut qu'il joue tous les matchs. Donc voilà, il faut les laisser. Mais oui, malgré les faiblesses affichées contre la Colombie. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Philippe. Sinon, alors on recommence à chaque fois. En Russie, il faut qu'ils jouent ensemble. On a quand même un joueur du Real, un joueur de Barcelone, régulièrement titulaire. Donc on peut tout remettre en cause. Je suis plutôt inquiet. Alors que c'est la charnière la moins expérimentée. On rappelle encore, on voit à l'écran. Je suis plutôt inquiet sur les latéraux que sur l'expression de notre charnière centrale. Jean-Philippe. Et il y a un problème quand même majeur pour moi sur la charnière centrale, c'est pas la qualité technique, c'est le caractère. Moi, je sens pas deux joueurs pour un fort caractère. Alors, Jean-Philippe, vous mettez qui? Non, mais le problème, c'est que désolé, je vais dans le sens de Xavier. Je mets personne à la place. C'est l'homme de caractère. Mais non, mais c'est ça le problème. C'est évidemment, on va faire la Coupe du Monde avec cette charnière. Moi, la restriction que j'apporte là-dessus, c'est que ce sont deux joueurs qui n'ont pas un fort caractère, notamment Varane. Je pense que Varane, c'est un joueur sur lequel... Varane est très bon dans une très bonne équipe. Voilà. Mais quand les vents sont contraires, c'est plus compliqué. On le sait, il y a des joueurs comme ça. Vous donnez l'exemple. Il y a des joueurs comme ça qui ont des limites, qui ont effectivement des limites psychologiques et qui ne vont pas emmener un groupe. On le sait, il n'y a pas 11 leaders dans toutes les équipes, c'est comme ça. Mais Varane, dans une équipe équilibrée qui joue bien... Mais une équipe limitée psychologiquement, c'est une équipe qui est limitée tout court. Parce qu'il est épaulé par Sergio Ramos, qui est un joueur d'expérience, comme effectivement Umtiti, il est à Barcelone par Gérard Piqué. Mais il ne faut pas oublier que quand ces deux défenseurs centraux, enfin d'ailleurs Sergio Ramos... C'est vrai que je préfère avoir Ramos Piqué, c'est vrai. Sergio Ramos, Sergio Ramos, il ne faut pas oublier qu'il a commencé, il a été champion d'Europe en 2008, le poste de latéral droit, et qu'il est rentré petit à petit dans l'axe. Et quant à Gérard Piqué, il a été épaulé à l'époque par Carles Puyol. Donc l'expérience est transmise par des aînés qui leur ont... Alors que là, les deux sont de la même génération. Ils sont un peu jetés tous les deux. Bruno et Philippe, pour conclure sur la défense. Moi, je ne pense pas que le problème de Raphaël et Jean-Philippe, pardonnez-moi, soit une question de caractère. Je pense que tout simplement, quand vous prenez l'équipe vendredi, au milieu de terrain, vous avez Kanté et Matuidi, deux joueurs qui ne sont pas sûrs d'être titulaires, qui n'ont pas leur repère encore à jouer à deux devant cette défense. Et là aussi, c'est un problème pour deux défenseurs centraux qui n'ont pas encore l'habitude de jouer ensemble. Donc aussi, c'est toute l'équipe qui n'est pas prête en fait. Donc au milieu de terrain, je pense que Deschamps, il cherche. Bruno, hein. On sort des poules, merci. Allez, rendez-vous le 26 juin, ce sera la fin de la Coupe du Monde pour les Bleus. Écoutez, il faut... Donc on a parlé de la charnière. Ne soyez pas trop dithyrambique avec cette équipe parce que non, mais on l'est pas. Toujours trop. Il y a la charnière centrale qui pour moi manque de caractère, même si elle va jouer, on le sait. Et puis il y a un vrai point d'interrogation sur les latéraux. On l'a encore vu dans le match contre la Colombie. Sidibé, mais quand est-ce qu'il défend ? On va revoir la liste des défenseurs et des remplaçants. On prend quand même des buts à tous les matchs. Quand est-ce qu'il défend ? C'est quand même, on a de très mauvaises habitudes dans ce Digne, vous le voyez jouer avec le Barça. Il n'est que la doublure de Jordi Alba au Barça. Mais
Offensivement, avec mais Digne ne sera pas titulaire à la Coupe du Monde. On en est tous comme... Arrêtez. Offensivement. Si Mendy est de retour, ça sera... Si, souhaitons-le. Il y a Hernandez qui va peut-être être testé mardi. Non, mais si on doit partir avec Digne à la Coupe du Monde, Digne, quand on le voit jouer toutes les semaines avec le Barça, il joue pas toutes les semaines. C'est difficile. Non, mais quand il joue avec le Barça, quand on le voit sur le banc, à chaque fois qu'il joue avec le Barça, en tout cas, il ne déborde quasiment jamais. Dès qu'il arrive en bout de ligne, il remet en retrait. Il n'a des consignes aussi. Là, c'est lui qui amène le but de Giroud quand même. Oui, mais c'est un bon joueur. C'est un joueur intelligent. C'est pas un grand défenseur, je suis désolé. C'est un joueur grand défenseur. Oui, mais l'avantage, c'est que c'est un joueur. Quelle est sa valeur ajoutée? Un peu moyen. Quelle est sa valeur ajoutée? C'est déjà pas mal. Oui, mais comme remplaçant, c'est parfait. Jean-Philippe veut peut-être qu'on rappelle. Il veut peut-être qu'on rappelle. Encore faut-il que le titulaire soit debout, à savoir Benjamin Mendy. Après. C'est vrai que dans le débat, là, on entend parler de leadership, de leader. On n'a pas de leader défensif et on a un vrai problème là. Tant au niveau du capitanat, Lloris n'incarne pas un leadership. Les défenseurs centraux, il n'y en a pas un qui gueule, qui replace. En 98, on avait cette force-là. On avait des leaders, des tauliers partout qui n'hésitaient pas à s'invectiver pour le bien de l'équipe. Là, on n'a pas ça. Et c'est là... Je sais que vous aborderez ce thème bientôt. C'est là que quelqu'un, pour moi, comme Pogba, manque considérablement. On y vient tout de suite. Voilà, on y vient tout de suite. Merci Gilles. Voilà. Il parce connaît que lui mon est un leader. Parce que lui est un leader. Voilà, pour moi, Pogba est un leader. Son charisme, il a quelque chose, mais il n'est pas en confiance, donc il ne peut pas en ce moment être titulaire. Et ça, pour moi, c'est un vrai drame pour l'équipe de France. Parlons-en de Paul Pogba. Fera-t-il son retour contre la Russie, écarté lors du match contre la Colombie? En tout cas, il a débuté sur le banc, il n'a joué que 20 minutes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce leader en puissance dont vous parlez n'a pas montré grand-chose et ne montre pas grand-chose depuis plusieurs mois maintenant, Jean-Philippe. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Il y a eu les blessures, il y a le fait qu'en ce moment, ça se passe pas bien pour lui avec José Mourinho à Manchester. Mais le problème de Pogba, c'est comme beaucoup de joueurs de l'équipe de France, c'est pas un problème technique. C'est un problème de régularité dans ces matchs-là. C'est le problème que de temps en temps, on les voit pas du tout. Moi, si on a à chaque fois le Pogba qu'on a vu aux Pays-Bas, qui marque, qui fait un match formidable, il n'y a pas de débat sur Pogba. Le problème, c'est que Pogba, c'est aussi de temps en temps un intermittent du spectacle. Alors peut-être que la presse l'a trop monté trop vite, peut-être. Mais enfin, sur le terrain, il faut aussi qu'il montre. Il faut qu'il monte, Pogba. Il ne peut pas jouer un quart d'heure, disparaître une demi-heure. C'est pas un match 50 sélections. Il a fait sa 50e sélection. Très franchement, sur les 50 sélections de Paul Pogba, Philippe Doucet, est-ce que vous sortez un match, une performance extraordinaire? Non, mais je pense qu'on a de la peine à sortir, un match de l'équipe de France exceptionnel aussi. C'est une équipe qui n'a. Il y a eu la demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. France-Islande. Oui, l'Allemagne a été formidable. Enfin, l'Islande, Gilles, merci. Mais non, mais c'était un très bon match grâce à l'Allemagne. Vous n'aimez pas le clapping? Si, j'aime beaucoup le clapping. Non, mais inventé par les supporters lyonnais. Recentrons sur Pogba parce que je crois que c'est un cas très intéressant qui va être emblématique de ce que Deschamps peut ou doit faire, je n'en sais rien. C'est-à-dire, je pense que Pogba est potentiellement, si vous voulez, un point d'ancrage essentiel pour Deschamps. Il va le mettre contre la Russie et il va le mettre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en disant tu te comportes mal. Tu as le moindre chose qui pourrait montrer que pour se lâcher, ça va lui faire va le mettre en confiance. La moindre chose qui pourrait montrer qu'il joue la star, que ceci, que cela, etc. Symbole parfait, je te vire. Et symbole parfait pour les autres, avertissement, si vous voulez vous comporter comme ça, virez. Je vous trouve un petit peu radical. Je pense qu'il a beaucoup plus de crédit que ça auprès de Didier Deschamps. Quand bien même il ferait un mauvais match en Russie. Oui, mais ce serait un symbole fantastique. Je suis pas sûr que Didier Deschamps et alors j'ai beaucoup de respect et évidemment toute l'admiration qu'on peut porter à Didier Deschamps. Mais quand bien même Pogba ferait un mauvais match, je suis pas sûr qu'il arrive à s'en séparer. C'est pas le mauvais match, c'est le comportement. Ouais, non, je suis pas d'accord. Il y a trop de choses qui l'agacent dans la jeune génération. Deschamps, il est comme nous. Il arrive à la cinquantaine. Tout à l'heure sur Didier Deschamps. Et tous les entraîneurs de 50 ans, aujourd'hui, ont beaucoup de mal avec la nouvelle génération. Mourinho compris, qui soi-disant était adulé par ces joueurs. Génération Elle est plus difficile. Elle est plus difficile à comprendre pour les gens de notre âge. Elle est dans l'immédiateté aussi. Elle est dans l'immédiat, dans l'intérêt personnel, dans ma carrière, le mercato suivant. Et ça pose des problèmes. Paul Pogba en est l'illustration parfaite. On l'a déjà entendu parler d'un objectif personnel. On voit sa saison avec Manchester, qui est vraiment quand on entend Pogba parler des ballons d'or, on a tout compris. C'était il y a longtemps. Je préférais que Pogba parle d'un titre de champion du monde. Cette génération-là. Même de champion d'Angleterre. Mais oui, ils sont tous comme ça. Ils sont uniquement. Ça n'a aucun intérêt. Mais oui, c'est pour les journalistes. Non, mais c'est pour les journalistes. Demandez à Neymar, pour les journalistes. Pas pour des joueurs. Bon, bref, Paul Pogba, oui, vous voulez dire un dernier mot? Je reprends le mot de Philippe sur point d'ancrage. Lui, il traduit en comportement taliste le terme de leadership que j'avais. Mais
pour moi, Pogba, il est vital pour les Bleus. C'est ça, c'est l'importance de Pogba. Si Pogba n'est pas titulaire, si Pogba n'est pas bon, là, on a de vrais problèmes en Coupe du Monde. Pour moi, effectivement, c'est lui le pilier de ce système-là. Alors non, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord, parce que c'est quelqu'un qui irrite par son individualisme, égoïsme parfois. Et par son sens du marketing aussi. Oui, mais pour moi, dans le football d'aujourd'hui, vous mettez Pogba et vous construisez autour. Voilà. Et comme on n'a pas Pogba, là, on est mal. Le marketing, et on va s'arrêter là malheureusement. Très vite, 20 secondes. Le marketing de Pogba, on s'en fout. Ce qu'on demande à Pogba, c'est d'être bon sur le terrain. Oui, mais on attend. Non mais voilà, point. Bon, on verra. Il sera vraisemblablement donc aligné, comme nous le dit Philippe Doucet, qui a des informations très proches. Non, mais il ne peut que le mettre. Oui, évidemment. Il sera. Ne peut que le mettre. On s'intéressera de plus près à la composition probable contre la Russie juste après la pub. Un mot sur cette équipe russe. D'ailleurs, j'ai un petit quiz pour les invités autour de la table. On va tester vos connaissances sur le football russe. On parlera du Paris Saint-Germain dans la deuxième partie également, puisque les pistes d'un éventuel nouvel entraîneur sont en train de se réchauffer. Vous restez bien avec nous sur l'antenne de CNews. 13h Foot revient dans un instant. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de 13h Foot, toujours en direct sur CNews, toujours avec Philippe Doucet, avec Xavier Barret, on va préciser, votre bouquin, Xavier, qui sort le 9 mai prochain, la Coupe du Monde en 90 minutes aux éditions Glénat. On apprendra plein de choses, plein d'autres choses que ce que vous nous avez déjà raconté dans la première partie, que vous allez nous conter encore dans cette deuxième partie. Bruno Aoyo, le plus anti-français des Belges, est avec nous. Jean-Philippe Goron et Gilles Verdez. On parle évidemment de l'équipe de France à 2 jours de ce match du rachat, peut-on l'espérer en tout cas, contre la Russie après la défaite contre la Colombie. On a beaucoup parlé de Didier Deschamps, de ses choix, de ses doutes, de la charnière de Paul Pogba qui doit absolument faire son retour en grâce et prendre une forme de leadership dans cette équipe de France. Quelle composition d'ailleurs contre le Russie? Il l'a annoncé, Didier Deschamps, hein. Il y aura du turnover, mais bon, c'est aussi le dernier match avant la liste du 15 mai, puis suivront 3 rencontres amicales avant le premier match de la Coupe du Monde contre l'Australie. On a imaginé une composition probable, je vais parler sous votre contrôle, notamment Philippe Doucet, pardonnez-moi. On a mis en orange les changements probables par rapport au match contre la Colombie. Alors on garde évidemment cette charnière Umtiti Varane parce qu'il faut évidemment leur donner de l'expérience. Sidibé à droite qui sera a priori le titulaire également au mondial, qui doit lui aussi continuer à progresser avec les Bleus. Un essai peut-être à gauche, Hernandez qui a été appelé, du changement au milieu de terrain, le retour de Pogba, pourquoi pas Rabiot, Dembélé à la place d'Mbappé, Martial sur le côté gauche également, et puis Ben Yedder en pointe à la place de Giroud. Qu'est-ce que vous pensez de cette composition? Je trouve que ça fait beaucoup de changements. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un des deux milieux qui ait joué le premier match pour garder quand même une colonne vertébrale de base. Pogba Kanté? Plutôt. Oui, plutôt. Parce qu'en plus, Rabiot, Pogba n'aiment pas évoluer en 6. Donc on va se retrouver avec 2 joueurs qui vont jouer exactement dans le même registre. Donc je pense qu'il leur faut un vrai 6. Et Hernandez, en revanche, c'est une vraie possibilité, parce qu'en plus, il y a une petite douleur musculaire pour Digne. Et puis, je trouve qu'Hernandez, c'est un bon choix. C'est-à-dire, c'est un joueur qui, à l'Atlético, il joue ou latéral ou parfois dans l'axe. Ça peut être un très très bon complément sur une compétition comme la Coupe du Monde. Et c'est vraiment une bonne idée. Et s'il l'a appelé, c'est forcément pour le faire jouer au moins 45 minutes. Martial, Dembélé paraît logique que ces joueurs apparaissent en tout cas, parce qu'ils font partie quand même des points d'interrogation potentiels pour la liste. 6 places d'attaquants seulement, on le rappelle, pour... 6 ou 7 si on compte Lemar dans les attaquants. Dans les milieux, ouais. Mais ça fait pas beaucoup par rapport à la liste de 11, 12 maintenant avec Ben Yedder, de 12 attaquants potentiels. Après, il y en a comme Lacazette aujourd'hui, il est qui ont raté un petit peu le train là, en marche. Dans le groupe, hein, c'est malheureusement pour lui. Ça dépend de ce que fait Ben Yedder. Restons un petit peu plus focalisés sur cette ligne d'attaque. Gilles, on aurait pu, avec Jean Lazuèche qui a préparé cette émission, mettre Ben Yedder ou Mbappé en pointe à la place de Giroud, parce que c'est vrai qu'Mbappé, on en parle beaucoup, on a envie de le voir ailleurs que sur ce côté droit. Pourquoi pas en pointe? Il y a une balance entre lui et Ben Yedder pour débuter contre les Russes. J'ai un mot globalement. Moi, je ne suis pas adepte du changement maximum. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de changements. Et le match devient... Elle n'est que probable, on l'a imaginé. Non, mais elle est cohérente. Mais j'exprime mon désaccord face à votre cohérence. Comme souvent. C'est que on peut pas perdre en Russie. On peut pas perdre. On a perdu. On ne doit pas perdre, mais on peut perdre. Non, mais oui, mais alors si on perd les 2 matchs amicaux de préparation avant de se retrouver au moment de la liste... 2 défaites consécutives des Bleus, d'ailleurs, je ne sais plus depuis... Je parle à la bibliothèque de l'équipe de France, l'ambulante. Là, il va y avoir quand même... Gilles a raison. La nouveauté de ce match-là, c'est qu'on ne peut plus perdre. Ouais.
parce que ça donnerait des signaux de panique. Là, il y aurait alarme. Il y aurait vraiment alarme. Une mi-temps, une mi-temps ratée, vous voyez la panique déjà. Vous perdez contre la Colombie, c'est une bonne équipe, mais la Russie, c'est une équipe de fantômes. Le Brésil a gagné 3-0 là-bas. Qui a fait match nul contre l'Espagne. On va en reparler. Qui a fait 3-3 contre l'Espagne. Le Brésil vient de leur mettre 3-0, donc tout le monde ne retiendra que ça. On reparlera de la Russie dans une seconde. L'objectif des Français, ça va même au-delà de la victoire. Ça va au-delà de la victoire. Non seulement tu dois gagner en Russie, mais tu dois faire un vrai bon match. Complet sur 1h30. Tu dois montrer que la deuxième mi-temps de la Colombie, c'était globalement un accident, si jamais c'est un accident. Mais tu ne peux pas sortir d'un tel fiasco en deuxième mi-temps contre la Colombie et te contenter de gagner en faisant un match moyen en Russie. C'est pas possible. Donc, ce qui remet, à mon avis, et on va la remettre, cette compo. Je parle juste à Jean Lajuge, on va peut-être mettre Kanté à la place de Rabiot. Ça pose la question du nécessaire turnover. Parce que oui. Et puis Mbappé à la place de Messi. Non. Et puis finalement, j'hésite. Il faut du changement. C'est ça, work in progress. Il faut un peu de changement parce qu'on a perdu. 3 joueurs, 4 joueurs. Il faut du changement pour voir tout le monde. Mais Deschamps avait situé ces 2 matchs dans une problématique globale. J'ai 2 matchs pour voir tout le monde. Là, la nécessité de plus perdre, ça induit quand même le fait que moi, je mettrais une équipe plus proche de celle qu'on peut avoir comme. Oui, après, on a l'habitude avec les rassemblements Didier Deschamps d'avoir beaucoup de turnovers sur le deuxième match, donc on imagine qu'il y en aura quand même. Il l'a annoncé, il a dit qu'il y aurait du changement. Oui, c'est pas ce qu'il a dit ce matin. Ouais, il a dit qu'effectivement, il restait dans son projet de faire une vaste revue d'effectifs parce que l'objectif, c'est de désigner sa liste le 15 mai. Voilà. C'est pas de faire un résumé. Et pas si incohérent que ça, ma compo. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que vous l'avez dit. J'en contestais la cohérence. Oui, c'est tout dit. C'est une façon élégante de me contester. Bruno, vous focalisez trop sur le résultat. Là, ce sera l'occasion de tester beaucoup de jeunes joueurs. Mais bon, voilà, une défaite en Russie. La Russie, c'est une équipe qui a besoin de confiance pour cette Coupe du Monde. Il est venu pour se mettre la France à dos. Ils vont se donner à fond et eux, ils vont mettre leur équipe type. Si la France perd, encore une fois, ce sera une question de manière, mais c'est pas le plus important dans des matchs amicaux, voilà. On appelle plus ça des matchs amicaux. C'est des matchs de préparation là. Les matchs les plus importants, les matchs les plus importants, c'est les matchs. Si c'était pas important, j'ai envie de parler de test match comme au rugby. Si c'était pas important, je n'aurais pas lu et entendu tout ce que j'ai entendu après France-Colombie. Si finalement c'était juste des matchs de préparation anodins. Ce qu'a fait l'équipe de France en deuxième mi-temps, ce qu'a fait l'équipe de France en deuxième mi-temps contre la Colombie, c'est un match amical. On voit ce que c'est un match amical. La Colombie n'a pas fait un match amical. Mais au-delà de une demi-heure de match amical. Voilà. Au-delà de la composition, Deschamps, il doit aussi piquer ce qui est pour lui quelques tauliers de l'équipe. C'est-à-dire que Varane doit montrer plus sur ce match-là, Sidibé doit montrer plus sur ce match-là, Pogba doit enfin s'imposer. Pour moi, j'aimerais vraiment qu'Mbappé débute parce que j'ai envie de voir Mbappé être beaucoup plus décisif, mais simplifier son jeu comme il l'a fait sur le but français, sur le deuxième but français où là, il dribble, il donne, c'est là qu'il est efficace. Il y a quand même des joueurs majeurs de cette équipe qui doivent une vraie revanche à Didier Deschamps en Russie. Eh ben, le rendez-vous est pris, c'est dans moins de 48 heures. Un mot rapide de l'adversaire, donc en effet, c'est pas une grande nation du football qui... si, c'est une grande nation. Grande nation historique. Je vais reformuler, en effet. C'est la 63e nation au classement FIFA aujourd'hui, au moment où on se parle, mais qui connaît un glorieux passé. En effet, la Russie qui a été dominée il y a 2 jours donc par le Brésil, c'est largement 3-0. Une belle performance contre l'Espagne quand même au mois de novembre, avec un match nul 3 partout, une défaite contre les Argentins. Voilà pour les 3 derniers résultats de cette équipe de Russie. Un petit quiz, tiens, parce que j'avais envie de tester vos connaissances autour de la table sur les footballeurs russes. Combien de footballeurs russes et surtout quels footballeurs russes sont passés par la Ligue 1? Alors non, je vais vous dire combien. Ils sont 6 exactement. Êtes-vous capable, on va faire un petit tour de table chacun son tour, de me citer les 6 footballeurs russes dans l'histoire qui sont passés dans le championnat de France? On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Philippe Doucet. Zavarov. Ah non, je l'ai pas. Bah, si. Mais ukrainien. C'est ukrainien. Oui, non, je parle de russe. Non, je parle pas de l'URSS, je parle de la Russie. Récemment. De la Russie, des footballeurs russes. Je parle de footballeurs russes. Alors, celui qui est au PSG, là, Semak. Sergei Semak, c'est juste. Il en reste 5. Que ceux qui sont... Ah oui, je suis là pour vous perturber. Oui, mais alors lui, c'était Kidiatouline. Oui, mais c'était avant. Kidiatouline à Toulouse. Vous êtes recalé. Non, parce que c'était pas assez moderne. Après la chute du mur, c'était après la chute du mur. Il est après 1990. Oui, c'est ça. Vous l'acceptez ou pas? Non. Vous dites quoi comme nom? Kidiatouline. Non, pas du tout. Mais non, c'est avant. Non, c'est avant. Fin des années 80. Dmitri Sitchev, OM, époque. Bien vu, Dimitri Sitchev à Marseille. Dobrovolski.
Dobro. Recalé. Pas du tout. Ah, voilà. Non, mais les Smertine. Moldaves. Smertine, Alexei Smertine à Bordeaux, évidemment. Moderne, les Il gars, m'en reste moderne. 3. Bon, vous les avez pas, je vais les donner parce qu'on va pas passer une heure non Un plus. gardien. Et il y en a quand même 3 très bons. Là. Des indices, des indices. Allez, un qui a joué au Paris Saint-Germain. Il y a eu Mostovoy. Non. Mostovoy, Ah non. c'est bulgare. Mostovoy, Ah non, il est russe, mais Mostovoy. si, mais il y a votre eu liste, elle est pas au Mostovoy. point. À Strasbourg. Elle est pas au point, votre liste. Il y a eu Mostovoy à Strasbourg. Ah oui, Bon, allez, c'est années 90, on s'arrête là, ça sent le fiasco là. Je commence à avoir un peu chaud. Il est mal, Je commence à avoir un petit peu chaud. C'est quand même, on va quand même citer, c'est notre pourvoyeur de stats officiel et très réputé dans le monde du football qui nous a fourni cette liste. Donc j'ai tendance à penser qu'elle est bonne. Il en reste 3 avec Dimitri Ananko qui a joué à Ajaccio, Ruslan Pimenov qui a joué à Metz et l'illustre Tout le monde parisien, s'en souvient. c'est Igor Yanovski qui a joué au Paris Saint-Germain. Voilà pour les 6. Bon, bah c'était un fiasco. Mostovoy, il joue à la Mostovoy. C'est pas mal. C'était pas mal. Je peux dire un mot sur la Russie. Vous pouvez dire un mot sur la Parce Russie. que j'entends équipe de fantômes, etc. Attention, depuis le dernier fiasco, l'élimination très rapide à l'Euro, Tcherchesov qui est arrivé, il a À vos souhaits. entamé une sorte de russification, entre guillemets. C'est-à-dire, je prends des joueurs dans les clubs, par exemple le CSK, je tente de rassembler, de recréer un esprit autour de cette équipe. Ça porte pas encore ses fruits, mais de là à dire que c'est un adversaire facile, moi je suis... Ils n'auront pas cueillir leurs fruits mardi. Ils ont un groupe, ils vont battre l'Arabie Saoudite, ils vont prendre 3 points, ils vont se qualifier pour le deuxième tour. Vous allez voir. Donc c'est le match inaugural, hein, Russie-Arabie En Saoudite. général, c'est dans le deal avec la FIFA. L'organisateur, Xavier Barret qui jette un pavé dans la mare. Seule exception Non. l'Afrique du Sud. Mais arrêtez de dire que c'est une équipe franchement, fantomatique. non, mais va Gilles, on l'a balayer. vu à la Coupe des Confédérations. Est-ce que le CSK n'a pas éliminé récemment un club français en Mais Ligue le Europa? CSK, ils ont combien de Ça va joueurs l'Olympique Lyonnais. Le problème de la Russie, Zagoev c'est est un mauvais joueur. Mais il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Le problème de la Russie, c'est qu'ils ont la même charnière centrale qui est composée de plus que trentenaires depuis plus de 10 ans. Ils essayent de la remplacer, mais personne n'y a réussi. Et le pauvre Akinfeyev, qui reste un bon gardien de but dans la tradition russe. Depuis 1000 ans, il est gardien de but. Il est depuis 10 ans aussi, mais lui, il a commencé à 19 ans. Donc Sous Staline, il était déjà. Et donc, il n'y a pas de solution derrière. Il y a non mais il faut c'est bon. la mémoire. Ils ont Yachine dans les buts, non? Dassaïev, Malheureusement, il est décédé, mais sinon, il joue encore, Yachine. Et ça fait 20 ans que les Bleus ne sont plus allés en Russie. Ça fait 20 ans que les Bleus ne sont plus allés en Russie. Ils avaient Le perdu dernier 1-0, déplacement date du 10 octobre 82. Non, 20 ans. Les Bleus qui s'étaient imposés 3-2 grâce à Anelka, Pires et Bogossian à l'époque. Voilà pour l'équipe de France. 17h50, Russie-France. Le débrief avec Pascal Pro à partir de 19h45, donc mardi, en direct sur CNews. Il nous reste quelques minutes pour parler d'autre chose que de l'équipe de France, à savoir presque de la Belgique, mais pas tout à fait. Plutôt du Paris Saint-Germain, mais par le prisme de Thomas Meunier, qui est donc en sélection avec votre équipe chérie, cher Bruno Aoyo, et qui était en conférence de presse. Meunier qui est allé, qui s'est laissé aller, comme on le sait, il a la langue toujours bien pendue, à une petite confidence. J'ai besoin de m'affirmer en club, dit-il. J'ai besoin de montrer ce que je sais faire. Le club connaît ma position, mais j'attends, car beaucoup de choses vont changer, comme le coach vont changer. Donc beaucoup de choses comme le coach, vont changer. C'est insupportable de dire ça. C'est un secret de polichinelle, mais c'est une erreur de communication. Encore une fois, les joueurs ne restent pas à leur place dans les clubs. C'est ça qui est effarant aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la communication de Meunier, là, elle n'est pas dictée par le Paris Saint-Germain. Franchement, quand tu vas dans la zone mixte du Paris Saint-Germain, t'es content d'avoir Thomas Meunier parce que c'est le seul qui dit un peu ce qu'il pense. Non, mais on s'en fout de ça. Quand t'es on s'en fout pas. Mais si. Justement, quand t'es journaliste, tu t'en fous pas. Quand t'es l'institution du PSG, franchement, tu te dis, mais de quoi il parle? C'est pas à lui de s'occuper de ça. Même s'il pense que l'entraîneur va changer, ce qui est possible, tout le monde sait que c'est même sûr. Mais il n'a pas à le dire. C'est pas à lui de dire ça. De quoi il se mêle? Qui s'occupe d'être bon quand il joue? Le PSG est un très bon avocat avec toi, Jean-Philippe, mais nous, en tant que journalistes et gens du public, on est très contents d'avoir ce genre de discussion. Il faut entendre ce que dit Jean-Philippe quand on se place du point de vue du Paris Saint-Germain. C'est pas à lui d'annoncer ça. Finalement, c'est un joueur qui annonce ça à la place du club. Alors tout le monde le sait, sauf que ça n'a pas été dit. Il est en fin de contrat. Bruno, tout le monde sait qu'il ne va pas être renouvelé. Non, mais le truc, c'est que Thomas Meunier, il a toujours dit ce qu'il pense. Après, le problème au Paris Saint-Germain, c'est que normalement, il devrait être sanctionné par derrière avec une sanction financière ou quelque chose comme ça, une remontrance. Le problème, c'est qu'au PSG, il n'y en a quasiment pas. Et en plus, il dit la vérité. Donc, à partir de ce moment-là, c'est au PSG. Mais si la vérité est bonne à dire. Mais comme d'habitude. Jean-Philippe parle de l'institution PSG, mais elle est où?
Elle est en lambeaux. Elle est en lambeaux, l'institution PSG. On est à l'aune d'une révolution, une autre révolution au Paris Saint-Germain. Mais s'il y avait des patrons à tous les niveaux au PSG, ça se saurait. Quelles ont été les réactions après l'élimination? Rien. Ils sont en train de dire... Oh, on va vivre une belle saison, on va remporter les 3 titres nationaux. Mais heureusement, on en est où? Attention, c'est la semaine prochaine, la finale de la Ligue contre Monaco, c'est pas gagné. Ils sont en train de dire, ça va être une belle saison, gagnons les 3 titres nationaux. Mais c'était pas ça les objectifs. Donc c'est l'institution qui devrait être transparente, parler. On n'entend personne. On n'a entendu personne tirer le bilan de l'élimination. Donc les joueurs le font eux-mêmes en disant, Di Maria aussi, qui parle de sa femme, d'autres aussi, Pastore. Mais c'est vrai, Pastore qui a dit qu'il était en fin de cycle et qu'il se concentrera sur la fin de saison. Donc on s'engouffre dans les failles. Juste Jean-Philippe, avant de vous donner la parole, parce qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait des spéculations sur le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. The Guardian qui se penche, le journal anglais aujourd'hui, sur l'affaire et qui nous donne quelques noms. Massimiliano Allegri, Diego Simeone, José Mourinho ou surtout Antonio Conte qui semble vraiment tenir la corde actuellement avec des contacts établis entre les deux parties. Bon choix, mauvais choix, qu'est-ce qui vous semble le plus plausible et le meilleur surtout pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine? Je ne sais pas quel est le bon choix parce qu'après simplement moi je pense qu'il faut un entraîneur fort, ce qui n'a pas été le cas depuis 2 ans au moins. Il faut un entraîneur fort, il faut un entraîneur qui ait déjà gagné une Ligue des Champions. Voilà. On ne peut pas. Ce Paris Saint-Germain-là. Si vous prenez Allegri, il a le niveau de ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est pareil. Mais c'est mieux. Si tu as un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. Il faut aller le débaucher à la Juve. Quand j'entendais comme argument pour Emery. On prend Emery parce qu'il a déjà gagné des Coupes d'Europe. Il avait gagné 3 Ligues Europa. Oui, mais tu sais très bien que c'est pas la même chose. Quand le Milan AC prend Arrigo Sacchi, on conçoit l'entraîneur qui va convenir, le type de jeu qui va convenir. Arrigo Sacchi, il n'avait rien gagné. Philippe, le problème, c'est que les décisions... Vous choisissez lequel sur cette liste? Selon les informations que j'ai du Portugal, c'est aucun de ces 5. Du Portugal. Vous pensez à João Moutinho? Ça se joue entre André Villas-Boas, qui est très lié à Antero Henrique, la version de Porto et à Sergio Conceição. Sergio Conceição, qui est actuellement à la tête de Porto et qui a un grand avantage par rapport aux autres, c'est que lui connaît la Ligue 1 puisqu'il a entraîné, il a fait une très belle saison. C'est le pote du directeur sportif, surtout. Dites la vérité. Non, ça c'est Villas-Boas. C'est Villas-Boas. Mais bon, donc a priori, la vérité, vous savez très bien que la shortlist que vous avez venue du Portugal, c'est une source du PSG aussi portugaise. Je vous dis mes sources. Mais on est obligé, Xavier, comme de tout le monde, on est bien obligé de spéculer par rapport à des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle est l'influence d'Antero Henrique. Est-ce que c'est lui qui va faire le choix? Est-ce que Nasser sera encore là pour faire le choix? On n'en sait rien. Donc toutes ces spéculations n'ont aucun intérêt parce que si c'est Antero Henrique, effectivement, c'est aucun des 5. Autant de questions. Et si c'est pas lui qui décide, c'est peut-être un des 5. Autant de questions auxquelles nous n'avons aucune réponse. Finalement, sur on peut rien dire. Ce qu'on aimerait quand même savoir. Ce qu'on peut savoir surtout, c'est que je suis en débord de 5 secondes déjà et que l'émission est terminée malheureusement, Jean-Philippe. Je suis désolé. Merci Jean-Philippe Goron, Gilles Verdez, Philippe Doucet, exactement, Xavier Barret et Bruno Aoyo. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Jean Lejevech qui a présenté cette émission, les équipes techniques de CNews. L'info se poursuit sur notre antenne. On se retrouve ce soir pour 20h Sport dans la joie et la bonne humeur, toujours.